Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Salut à tous, j'espère que vous avez la forme, pardon. J'ai du mal déjà à me mettre dans le grand bain de la vie locale. En tout cas, moi je suis en pleine forme et je pète le feu aujourd'hui. Je suis ravi de vous retrouver pour ce matin, pour cette nouvelle édition de l'Intégral Jeune, l'émission 100% étudiante de Radio Grand Lac. Et je suis très heureux de retrouver Adrien. Adrien, comment tu vas ? Bah ça va et toi, Julien ? Ça va, ouais, donc tu nous as posé un petit RTT hier soir, t'as pas voulu venir parler sport, mais on te retrouvera dans 15 jours, j'espère. Oui, bah, je serai là, aucun souci, désolé pour hier soir. Non, c'est pas grave, tu nous as manqué, ton expertise, ton analyse nous a manqué. On retrouve aussi Morgane. Et oui, salut, ça va ? Ça va et toi ? Je crois que t'as un petit message à nous faire passer, on le découvrira dans ta chronique, un joli message. Suspense. Et celui que je suis très très content aussi de retrouver, c'est Alexis qui était pas là les 2 dernières émissions. Bah là, vous allez pas le voir, peut-être vous allez l'entendre, mais en tout cas, il va passer toute l'émission à nous mitrailler avec son appareil photo, ça va être sympa. En tout cas, on a un programme très très chargé. On va parler d'études à l'étranger avec Hugo. On accueillera Louison pour parler de ski et de monitorat. Et on terminera l'émission avec Lucas, qui est président des Raiders 74, le nouveau groupe de supporters du FC Annecy. Et on attaque tout de suite avec Louison. Salut Louison, est-ce que tu nous entends ? Alors attention, alors Louison il est juste petit souci avec le téléphone. Attends Louison, 2 minutes qu'on te récupère, que le téléphone fonctionne correctement. Si je casse tout, alors ça va le faire. Hop, oui. Est-ce que tu nous entends Louison ? Eh ben nous alors, on t'entend pas. On t'entend pas. Là ça doit être bon. Essaye de parler Louison. Ouais, allô. Ok, cette fois c'est tout bon. Eh bah t'as mis du temps à venir, tu voulais pas venir ce matin. Eh bah dis donc, ça fonctionne, disons. Essaye de parler, Louison. Ça va venir. Ouais. Ok, c'est bon. Eh bah je vais rester comme ça toute l'émission, avec le téléphone dans la main, appuyé sur le câble. Ouais. C'est pas grave. Alors Louison, comment tu vas ? Bah écoute, très bien, merci de m'avoir invité, très content d'être là. Eh bah écoute, c'est un plaisir pour nous de t'accueillir et c'est surtout un plaisir que tu aies pu te libérer pour nous entre tes cours. J'imagine que là c'est un peu plus tranquille pour toi, tu peux respirer, les vacances sont passées, ça a dû être chargé quand même. Ouais. Moi, je suis encore stagiaire. Du coup, c'est surtout concentré sur la période de Noël et février. Donc là, mois de mars, ça se calme un petit peu. On a moins de cours. C'est plus uniquement les cours collectifs le matin. Et sinon, la grosse période, c'est mois de février et les vacances de Noël. Ok. Alors toi, pour qu'on parle un petit peu, tu es moniteur, donc stagiaire à l'ESF de Saint-Gervais, mais tu as une histoire un peu atypique. Tu as commencé vraiment le ski très tôt, à 2 ans. Tu as fait quelques compétitions FIS. Ouais. Et finalement, la compétition, c'est pas ce qui te plaisait le plus et tu t'es rapidement tourné vers l'enseignement. Pourquoi ce choix ? Bah alors en fait, comme tu disais, moi, mon père a un magasin de ski, donc je suis un petit peu né sur les skis au Contamine. J'ai appris, je fais du ski depuis 2 ans et demi, depuis que j'ai 2 ans et demi, et puis j'ai continué au ski club jusqu'à mes 16-17 ans à peu près. J'ai fait un petit peu des coupes d'argent, des 2-3, j'ai fait 2 fois les championnats de France. Enfin, j'ai fait un petit peu de compétition, et après, je me suis tourné vers le brevet, le diplôme d'état maintenant de moniteur de ski. Parce que la compétition, surtout quand on est adolescent, c'est vraiment un gros investissement. Et puis moi, ça correspondait plus vraiment à ce que je voulais faire et c'était plus vraiment un plaisir pour moi d'aller faire des compétitions. Donc c'est vrai que je me suis tourné vers le diplôme d'état pour être moniteur. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir fait les compétitions, ce qui m'apporte un niveau assez bon pour pouvoir passer le diplôme, et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ça. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans l'enseignement ? Bah déjà première chose, le contact avec les clients. C'est un métier où on transmet nos connaissances un peu. On peut comparer ça à un professeur. En fait, on transmet vraiment ce qu'on a appris. Donc, c'est voir la progression des clients, des élèves qu'on a. Moi, je trouve ça vraiment super cool, satisfaisant. Se rendre compte qu'on sert vraiment à quelque chose et quand on a le retour des élèves à la fin de la semaine qui nous disent merci beaucoup, j'ai vraiment appris quelque chose. Moi, c'est ça qui me plaît vraiment dans ce métier-là. Et tu enseignes plus à des adultes ou à un public enfant pour le moment ? Tu l'as dit, tu es encore stagiaire, mais est-ce que tu as pu toucher à ces 2 publics ?
Ouais, bien sûr, je touche vraiment à tout. Moi, je donne aussi des leçons en snowboard, donc vraiment mes journées, elles peuvent varier, d'un jour à l'autre. Je peux avoir des cours collectifs où je vais avoir, par exemple, une dizaine d'enfants, entre 10 et 15 enfants. Et puis sinon, je peux très bien avoir des cours particuliers, donc avec 1 à 5 personnes. Et là, ça varie vraiment. J'ai déjà eu des enfants en général, c'est 3 ans le minimum, et j'ai déjà eu une cliente qui avait plus de 70 ans. Donc vraiment, au niveau de l'âge, ça varie énormément. Ok, est-ce que tu enseignes le ski de la même façon? Tu l'as dit, tu as des enfants, tu as aussi eu une dame de 70 ans. Est-ce que tu les approches de la même manière? Non, bien sûr que non. Il y a des choses qui varient, qui sont différentes d'un élève à l'autre. Mais par exemple, pour les enfants, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être le plus ludique possible, de travailler sur leur imagination. Voilà, pour le chasse-neige, je pense que dans toutes les ESF, la part de pizza ou le chapeau pointu. Aïe. Alors attends, Louise, on t'a coupé, on t'a perdu. Ok, c'est bon, t'as récupéré. Vas-y. Alors, non, décidément, c'est capricieux ce matin. Attends, bouge pas, Louison. En fait, c'est dès que Bernard part, il y a quelque chose qui va plus. Ouais, c'est exactement. Faut rester là. C'est notre totem, Bernard. Faut pas qu'il bouge. Ouais, c'est bon là. Alors, attends. Vas-y, essaye de parler. Non, on t'entend pas. Ça veut pas ce matin, c'est compliqué avec le téléphone. Le téléphone ne veut pas fonctionner. Alors, essaye de parler, Louison. Non, j'entends dans le câble, mais ça veut pas. Écoute, Julien, on peut peut-être essayer de trouver un autre appareil et puis on fait un bout de chronique en attendant. C'est ce que j'allais proposer. On va enchaîner tout de suite avec la chronique sport, Adrien. Bah allez, et puis comme ça, tout à l'heure, Louison. on va essayer de récupérer Louison. Alors, Adrien, qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne ce mois-ci en sport? Et ben pour commencer, moi je vais vous tenir un petit mot au niveau du basket, notamment d'Aix-Savoie-Maurienne. Alors c'est pas une saison très réussie pour le moment pour les Aixois, mais c'est une belle victoire par exemple ce week-end. C'était face au 5e du championnat de Pro B à l'extérieur. Donc c'était contre Chalon-Reims sur le score de 76-72. Donc pour rappel, Aix-Maurienne Savoie Basket, ils pointent à la 17e place du championnat. Donc ils sont avant-derniers. C'est une belle victoire. Je pense que ça fait du bien au moral. C'est plutôt bien de pouvoir faire ce genre de résultats malgré une place assez difficile au classement. C'est clair, ça faisait un moment en tout cas qu'ils avaient pas performé. Adrien, on va passer du parquet à la glace. Je crois que tu as un mot à nous dire sur les éléphants de Chambéry. Exactement. Ce samedi 11 mars, donc c'était l'équipe du SOC qui affrontait Épinal lors d'un match à domicile. Les éléphants chambériens, ils se sont inclinés malheureusement 3-6 face aux Wildcats d'Épinal. Ce match compte seulement pour la dernière journée de championnat de cette division 1. Mais elle célèbre les 50 ans du club de Chambéry. Alors, on leur souhaite un joyeux anniversaire, un peu en retard, j'imagine, mais ça devait être une belle fête. Malheureusement, après ce dernier acte, ils pointent donc à la 12e place du classement. Donc, pas de qualification, malheureusement, pour les phases finales pour les Chambériens. Mais, direction maintenant la poule de maintien. Et oui, avec 4 équipes et une relégation, c'est la dernière ligne droite de cette saison pour les Chambériens. Donc maintenant, plus qu'une chose à faire. Le public, on vous attend chaud et bouillant pour ces matchs qui vont être sous haute tension. On souhaite qu'une chose aux Chambériens, c'est le maintien. C'est clair, en tout cas on les a reçus hier soir, les éléphants de Chambéry, avec Nicolas Tomasini notamment, qui nous parlait de cette affluence. Et c'est vrai que le hockey connaît plutôt des beaux jours en tribune. Niveau football, qu'est-ce que tu as à nous dire, Adrien? Eh ben, je sais qu'on en parle beaucoup en ce moment, mais je vais quand même en remettre une petite couche sur le FC Annecy qui, après sa victoire en Coupe de France face à l'OM, malheureusement, je pense qu'ils subissent un contre-coup physique assez important, physique et peut-être mental aussi, après une si belle victoire. Là, ils sont sur une série de 2 défaites en championnat. D'abord avec ce revers au Stade des Alpes, donc dans le derby de la Vallée, si je puis dire, face au Grenoble Foot 38 2-1. Puis, lourde défaite ce week-end à domicile face à l'ancien de Ligue 1. C'était face à Metz, 3-0. Malheureusement, là, les Annéciens qui se rapprochent dangereusement, même si de la zone de relégation, même si on n'y est pas encore. Donc, on reste optimiste de notre côté, sachant que la tant attendue demi-finale de Coupe de France face à Toulouse, elle se tient maintenant dans un petit mois, début avril. Donc, cette fois-ci, ce sera l'occasion de jouer à la maison. Donc, bref, tout pour réussir.
C'est clair. Selon moi, je sais pas si t'es d'accord avec moi, Julien. Oui, clairement, c'est clair. En tout cas, ça va faire du bien que le FCNJ puisse recevoir un match de Coupe de France à domicile parce que ça va être le deuxième et ça fait un moment que c'était pas arrivé. Ça va être une belle fête en tout cas. Je crois que t'as un petit mot sur les clubs locaux aussi, Aix et Chambé. Sur Chambé surtout, alors c'est un petit mot malheureusement parce que courte défaite pour les Chambériens, donc du Chambéry Savoie Football qui laisse échapper une victoire en fin de match. C'est dommage pour les Chambériens parce qu'ils menaient 1-0 jusqu'à la 70e, puis 1, puis 2 à la 76e et malheureusement résultat des comptes, défaite 2-1 face à Lyon-la-Duchère. Ils jouent le maintien, les Chambériens, donc pour le coup c'est assez compliqué. Par contre, moi je les sens clairement capables de rebondir et de se maintenir, donc on leur souhaite bonne chance et bien du courage. C'est clair. En tout cas, on espère que Chambéry va pouvoir se maintenir. Ça serait bien pour le club. Exactement. Et pour eux, on les avait reçus en début d'année dans l'émission sport et c'est vrai que c'était l'objectif. On espère qu'ils vont pouvoir l'atteindre. On reste avec le ballon rond mais on change de discipline, on enchaîne avec du handball. C'est ça, la Team Chambé. La Team Chambé, c'est incroyable. Ils sont en pleine bourre et c'est vraiment peu dire, hein. C'est simple. En 2023, cette équipe, elle est tout simplement invaincue. La performance, elle est magnifique avec notamment des victoires face à l'actuel leader de la Star League, Montpellier, et oh là là. Alors ça, cette fabuleuse victoire face au Paris Saint-Germain. Je vous explique. Pour faire simple, les Chambériens, ils recevaient Paris il y a 2 semaines au Phare dans une ambiance des grands soirs. C'était incroyable. Le public était en feu. Tous les ingrédients donc du match mémorable étaient présents. Et au final, cette victoire 34-33 au bout du suspense, c'était tout simplement incroyable et plutôt inattendu. On doit dire contre une équipe de ce calibre-là, Chambéry qui réalise une superbe performance. Donc cette équipe maintenant, elle est solide 4e. Et moi, je pense que je suis pas le seul à voir les choses comme ça. Ils sont en chasse clairement pour aller gratter une place sur le podium. Et Adrien, merci beaucoup pour toute cette actu. C'était très bien, c'était riche, c'était complet, c'est très bien. On va essayer de récupérer Louison. On a changé d'appareil. Louison, c'est tout bon, tu nous entends ? Oui, je vous entends. Parfait. Tu nous entends et on t'entend, c'est parfait. Donc écoute, on en était sur ton enseignement, sur la manière dont tu enseignais à un adulte et un enfant. Tu nous expliquais un petit peu les différentes approches qu'on faisait lorsqu'on enseignait. Ouais, ce que j'étais en train de dire, c'était que voilà, pour les enfants, on privilégiait surtout l'imagination, les parcours ludiques, etc. Et que pour un adulte, on va plus on va avoir des objectifs qui sont différents. Déjà, premièrement, il faut définir les objectifs avec un adulte parce qu'ils sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça peut être de vraiment essayer de trouver de la performance dans son ski, ou alors ça peut être essayer de trouver un ski où on va s'économiser, on va se balader, on va essayer de faire des kilomètres sur la station et ça va être un langage qui est un petit peu plus technique avec des enfants. Voilà, il y en a qui sont vraiment intéressés par comment fonctionne le ski, les positions à avoir, et avec les enfants généralement c'est plus ludique et c'est souvent de la découverte du ski aussi des enfants. Alors Louison, j'ai une question pour toi. L'enseignement, j'en fais un petit peu aussi, mais au niveau du tennis, donc je comprends très bien ce sentiment d'avoir ces jeunes-là qui donnent des retours positifs en fin de semaine, et ça donne le smile, ça donne la banane. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui te plaît le plus dans tous ces moments de cours. C'est quoi? Est-ce que c'est les exercices, c'est les moments dans les remontées mécaniques où on s'échange des petites blagues, c'est les moments de pause, c'est quoi? C'est une très bonne question. Moi, ce que j'aime vraiment bien quand je suis vraiment content quand j'ai des élèves, des clients qui ont un niveau déjà assez, qui sont déjà un peu, on va dire, autonomes, oui. Et que on cherche vraiment à avoir de la progression et que du coup on peut, quand on a 2 heures de cours, vraiment essayer d'aller se balader dans toute la station et faire découvrir les paysages, faire découvrir. En fait, pour moi, c'est vraiment un métier passion, quoi. Bien faire sûr. du ski, c'est génial. Du coup, voilà, quand j'ai des clients qui ont un niveau, un assez bon niveau et qu'on peut aller se balader, discuter un petit peu de tout ce qui se passe dans la station, échanger avec la personne, aussi savoir ce que elle fait dans la vie, etc. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien discuter, qui aime bien apprendre des autres. Donc, c'est vraiment toujours un plaisir d'aller se balader et de passer 2 ou 3 heures de cours avec quelqu'un et d'en apprendre plus sur lui ou elle. Tu parles d'échange, Louison, d'en apprendre plus sur la personne. Qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement le monitorat jusqu'à maintenant ?
Est-ce que ça t'a enrichi puisque tu parles beaucoup d'échanges avec les personnes, etc. J'imagine que tu dois apprendre beaucoup de choses aussi. Tu dois rencontrer quand t'as des adultes, tu dois rencontrer des professionnels ou des personnes d'autres origines, parce que Saint-Gervais c'est aussi connu pour avoir une belle population anglaise. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien sûr. Bah en fait, comme tu le dis, Julien, déjà, ça m'a permis de créer mes contacts. Quand on est moniteur, l'une des choses les plus importantes, c'est d'essayer de fidéliser les clients pour les avoir d'une année sur l'autre. Donc on essaye de se faire notre carnet de contacts au fur et à mesure des années. Moi, ça fait maintenant 3 ans que j'enseigne à Saint-Gervais. Et puis d'un autre côté, il y a aussi les formations qu'on doit passer pour être moniteur, pour continuer à l'être, et puis pour avoir la médaille à la fin. Et ces formations-là, c'est on rencontre tous les jeunes qui sont un peu dans la même situation que nous et qui sont en train de passer son monitorat de ski. Donc c'est vrai que ça élargit les connaissances un maximum, et que c'est vraiment c'est aussi un petit peu l'école de la vie. Ils nous apprennent à enseigner, et je pense que ça pour plus tard ça me servira forcément. Donc c'est vraiment une bonne chose de passer ce monitorat de ski. Dis-moi, Louison, tu nous dis que donc tu es à Saint-Gervais. Elle est comment la neige là-bas? Comment ça se passe? C'est pas trop compliqué à cette période de l'année? La neige, ça a été la grande question là de cette saison. On n'a pas eu des conditions top. Déjà à la fin des vacances de Noël, ça commençait à être un petit peu limite. On a dû fermer la station, nous, à Saint-Gervais, par manque de neige début janvier. Donc on a fermé, je crois, 3 jours la station, et tous les cours ont été délocalisés aux Contamines, dans la station d'à côté. Donc c'est vrai que ça a été au niveau organisationnel cette saison un petit peu compliqué. Et si on parle à l'heure d'aujourd'hui, là je suis à Saint-Gervais, il pleut, donc la neige manque un petit peu cette saison. Ouais, ça a été compliqué. Ouais, comme tu l'as dit, une saison compliquée pour vous et puis pour tous les skieurs aussi, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup de neige. Moi, je voulais revenir, Louison, sur ce que tu as plus ou moins sous-entendu, la formation pour devenir moniteur. Est-ce que tu peux nous en parler, parce que le processus est très long. En général, on en avait déjà discuté un petit peu, il faut 4 ou 5 ans pour devenir moniteur. Toi, tu en es où? Et raconte-nous un petit peu comment ça se passe. Alors, comme tu dis, c'est une formation qui est assez longue et quand même plutôt onéreuse. Faut compter en moyenne à peu près 5 ans pour tout passer. C'est une moyenne. Il y a des gens qui arrivent à la passer plus rapidement et des gens qui mettent beaucoup plus de temps à obtenir la médaille. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que à partir déjà de la 2e formation, on peut commencer à enseigner en tant que moniteur stagiaire dans les ESR. Et du coup, après, c'est une fois qu'on avance, plus on avance dans la formation, plus on va être moins l'ESF va nous prendre de pourcentage sur les heures de cours. Et donc moi, j'ai passé là 1 mois au mois de janvier à Chamonix, 4 semaines pour passer le premier cycle. Et du coup, j'ai validé ça en janvier. Et là, il me reste encore à peu près, on va dire, entre 6 et 8 semaines de formation. D'accord. Et est-ce que le fait que le processus pour devenir moniteur est vraiment très très long, ça aurait pu te freiner ou du moins t'arrêter dans cette démarche de devenir moniteur et d'enseigner? Alors moi, ça m'a pas freiné, parce que comme je l'ai dit au début tout à l'heure, j'ai eu la chance de faire quand même pas mal de compétitions, de passer presque toute mon enfance, adolescence au ski club. Donc ça m'a permis d'avoir un niveau de ski qui était assez bon pour pouvoir passer les formations. Mais je sais que bien sûr ça freine, et il y a des gens qui malheureusement butent sur des formations, parce qu'en fait il y a des formations où on est vraiment à l'ENSA, et il y a des épreuves où on doit passer un peu comme le même système qu'une flèche, où il y a un ouvreur qui passe et où on doit être à un certain temps derrière lui. Et ce genre d'épreuve là, je sais que des fois il y a certaines personnes qui galèrent quand même pas mal à obtenir le test technique. La première épreuve pour être moniteur, c'est le test technique. Donc c'est 2 manches en slalom, et une fois qu'on a ça, on valide. Mais moi, c'est pas quelque chose qui m'a freiné, parce que j'ai eu la chance pour le moment de tout avoir du premier coup. Mais c'est vrai que ça peut être quelque chose qui, pour quelqu'un qui veut devenir moniteur de ski à 18 ans et qui se dit allez, je vais m'entraîner pour être moniteur, c'est vrai que ça peut être un frein. Ouais.
Et comment tu fais pour gérer tes études et le monitorat? Parce qu'en hiver, souvent, toi, tu es étudiant à l'INSEC, donc on a encore des cours. Comment est-ce que tu as fait pour gérer tout ça, pour pouvoir allier les deux? Alors les 2 premières saisons que j'ai faites à Saint-Gervais, du coup, comme j'avais l'école, comme tu le dis, à l'INSEC, au Bourget, j'ai travaillé uniquement pendant les vacances et pendant les week-ends de février. Je rentrais les week-ends à la maison pour travailler. Et là, cette saison-là, j'ai réussi avec l'INSEC à pouvoir enseigner, me libérer le mois de janvier et de février pour passer ma formation à Chamonix en janvier et enseigner en février. Donc là, cette saison, c'est la première saison que je fais vraiment, on va dire, complète. Et sinon, j'alliais les deux en essayant de au maximum rester à l'école et enseigner le plus possible en février quand on avait besoin de moi. La démarche pour devenir moniteur, en tout cas, c'est compliqué. Je crois qu'on en avait discuté aussi tous les deux. L'anglais, c'est un critère de sélection pour pouvoir intégrer l'ESF, vu que vous avez beaucoup de demandes de la part des Anglais. L'anglais, c'est super important. C'est ce qu'il y a de plus important dans ce métier. L'anglais, comme les autres langues étrangères, hein, plus on va réussir, plus on va parler de langue. De toute façon, plus on sera privilégié par rapport à quelqu'un qui parle pas de langue. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent skier dans les stations. Je pense aux Anglais, mais il y a aussi quand même pas mal d'Italiens, d'Espagnols, etc. qui viennent à Saint-Gervais. Donc c'est vrai que être bon en langue, c'est vraiment un atout, un plus pour ce métier-là. Et toi, justement, quand tu accueilles est-ce que tu préfères enseigner, par exemple, à des clients français ou à des clients étrangers, parce que je pense que c'est pas la même approche non plus. Comment est-ce que tu abordes ça? Alors moi, j'avoue que je suis quand même toujours plus à l'aise avec des clients français parce que voilà, je parle français et que c'est toujours plus simple de transmettre ses connaissances et de discuter avec la personne dans sa langue maternelle. Mais c'est vrai que les cours en anglais, déjà pour moi c'est hyper formateur parce que ça me met en condition vraiment autre part qu'à l'école pour parler anglais pendant 2 heures. Et puis après c'est sûr que faut qu'on livre une prestation quand même de bonne qualité, donc il faut quand même avoir un bon anglais et réussir à bien s'exprimer avec la personne. Louison, merci beaucoup, c'était hyper enrichissant. Avant que tu nous quittes, j'ai quand même une dernière question. Est-ce que la tenue rouge de l'ESF, ça aide avec les filles? Est-ce que le mythe du mono beau gosse existe vraiment? Ouais, je l'ai vu ça. La tenue rouge, en vrai, ça aide avec les filles, mais pas que. On est représentant de la station, donc on se fait quand même très souvent interpeller quand on est en rouge pour toute information. Mais c'est vrai que c'est une fierté d'être en rouge. Faut aussi réussir. T'as bien détourné la question. Hein. Ouais. Il est fort, Tu t'en es bien sorti. Bravo. Je suis comme ça, moi, Julia, tu sais. Toujours dans les filons. Merci Louison en tout cas de t'être libéré ce matin et de nous avoir accordé un petit peu de ton temps. C'était super. Avec grand plaisir. Merci à vous. Et puis si un jour tu veux repasser pour n'importe quelle occasion sur Radio Grand Lac, tu seras le bienvenu. Je repasserai en présentiel, c'est très gentil. Merci Louison, bonne journée à toi. Et on va tout de suite se faire une petite pause musicale parce qu'on a bien besoin de souffler après toutes ces petites péripéties. Exactement. Téléphone qui fonctionne pas, on a réussi, on va souffler. On a bien rattrapé. C'est ça, on a bien rattrapé, on va se couper un petit peu, souffler avec une pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur les antennes de Radio Grand Lac. À Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour en direct sur les antennes de Radio Grand Lac pour ce nouveau numéro de l'Intégral Jeune. Adrien Morgan, ça va toujours? Toujours là, toujours chaud. Au top. Allez, on va enchaîner tout de suite avec notre deuxième invité, c'est Hugo Lopez Ribeiro Chavez qui est étudiant à l'Université européenne de Madrid. Il est parti cet été pour faire des études de kiné et on va parler un petit peu de tout ce processus qui est un peu fermé et bouché en France et on va essayer de comprendre avec lui pourquoi il est parti là-bas. Salut Hugo, ça va? Tu nous entends? Je vous entends très bien, ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, merci d'avoir pris un peu de ton temps pour répondre à nos questions. Hugo, en France, nous, il fait vraiment pas beau là au niveau du temps. Est-ce que tu veux pas nous inviter chez toi qu'on prenne un petit peu le soleil et la chaleur espagnole? On n'en peut plus. Pas de soucis, vous venez quand vous voulez. C'est cool. Bon, je l'ai parlé plus ou moins en intro. Cette année, tu as intégré l'Université européenne de Madrid. Pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller là-bas? Avant qu'on parle vraiment du choix de la France qui est un peu compliqué pour tout de suite rentrer en kiné. Raconte-nous. Du coup, j'ai choisi d'aller là-bas
Bah, justement, comme tu viens de le dire, c'était surtout par rapport au fait qu'en France, c'est un peu plus compliqué et pour moi, j'étais pas capable de faire la première année de médecine. Et du coup, j'avais entendu parler de l'université européenne. C'est une connaissance qui m'en a parlé. Je l'ai appris il y a pas très très longtemps et du coup, je me suis renseigné et j'ai vu que c'était, on va dire entre guillemets, plus facile pour moi parce que on était un peu plus tout de suite dans le vif du sujet par rapport à en France, la première année qui est vraiment générale pour tout le monde, quoi. D'accord. Alors comment est-ce que toi t'as intégré cette école? Est-ce qu'il y a des tests d'entrée? Est-ce que c'est sur dossier? Parce que c'est plus compliqué, j'imagine. Il n'y a pas de processus comme Parcoursup ou même pour faire un entretien, c'est beaucoup plus compliqué, non, dans un autre pays? Ouais, alors non, il y a pas. Alors c'est sur dossier et on a des tests. Et ouais, donc t'as pas de Parcoursup. On avait, il me semble, c'était 2 tests. On avait un test d'espagnol pour voir notre niveau, et on avait aussi un test de connaissances. Que bon, celui-là, j'avais pas pu le faire parce qu'il y avait eu des problèmes informatiques. Mais ouais, il y avait ces 2 tests-là à faire pour rentrer. Puis après, par rapport à ton dossier scolaire. Et pourquoi est-ce que tu as choisi justement Madrid plutôt que la Belgique ou la Roumanie, puisqu'ils proposent un petit peu la même chose et qu'il y a beaucoup d'étudiants français qui veulent faire kiné ou qui veulent éviter la première année de médecine, qui partent par exemple dans un de ces pays-là? Bah déjà parce que c'est l'Espagne, plus la langue. Et j'ai toujours voulu aller à Madrid. Ça fait un moment que je voulais y aller. Et en plus, vu que je suis fan de foot et qu'il y a le Real, c'est un plus. Et non, parce que j'aimais bien, quand j'ai vu les photos et tout du campus, je l'ai trouvé vraiment stylé. Et je t'avoue, je ne me suis même pas trop penché sur Roumanie, même Belgique ou quoi. C'est directement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, je préfère aller en Espagne. Bon, j'imagine que du coup, le choix il a été fait d'entrée de jeu. Bon, dis-nous, c'est comment un peu la vie à l'espagnol, la vie à la madrilène? Parce que il y a encore des différences au sein même de l'Espagne, et la vie comme à Madrid, de ce que je sais, c'est quand même assez atypique. Ouais, c'est déjà ici, les gens ils sont beaucoup plus relax. C'est plus tranquille, on est moins pressé. Non, franchement, c'est bien parce que déjà tout est ouvert, on va dire, un peu plus tard, parce qu'ils ont déjà même pas le même style de vie que nous, on va dire. Donc quand tu veux sortir ou quoi, juste avec tes potes, un coup, tu peux y aller quand tu veux. Si tu as besoin d'aller chercher un truc au supermarché ou quoi, tu peux y aller aussi un peu quand tu veux. Il y a toujours des trucs qui sont ouverts. Non, franchement, c'est bien. T'as pas la même pression, on va dire, qu'en France où tout le monde est stressé, tout le monde va super vite, quoi. Là, c'est vraiment tranquille, quoi. Et j'ai une petite question juste en passant. Moi qui y étais il y a quelques mois maintenant, le stade il est toujours en travaux ou pas? Ouais, il est toujours en travaux. Il me semble qu'il va finir en décembre 2023. Ah ouais, donc on n'y est pas tout de suite. Ok. Ouais. Oh, c'était juste pour mon info personnelle. On en parlera un tout petit peu après. Hugo, c'est un grand fan du Real Madrid. On va juste parler un tout petit peu encore des études. Est-ce que on peut continuer dans la ligne? Est-ce que tu étais déjà allé à Madrid avant, comme tu es supporter du Real Madrid, ou vraiment c'était une découverte cette année? Non, malheureusement, j'y étais jamais allé. Enfin, j'y suis entre guillemets juste allé l'année dernière quand j'avais visité la fac. Sinon, j'y étais jamais allé, malheureusement. Ok. C'était une bonne découverte cette année. Et au niveau des cours maintenant, si on rentre dans le vif du sujet, est-ce que c'est le même rythme qu'en France? Tu parles d'un rythme de vie, d'un mode de vie plus relax. Est-ce que les cours c'est pareil? Déjà, nous, nos cours, on a juste cours l'après-midi. À l'inverse contrairement en France, on n'a pas de cours le matin. Et donc, ouais, c'est, on va dire, un peu plus tranquille, même si les cours, ils sont quand même bien chargés. Donc, ouais, les cours, ils peuvent aller de 1h jusqu'à 19h30 à peu près. Et des fois, ça dépend pour quelle classe, ça peut aller jusqu'à 21h30. Ça, c'est un peu oui. Waouh. 21h30, ouais. On va dire. Et est-ce que tous tes cours sont en espagnol ou est-ce qu'ils sont en français? Comment ça se passe? Parce que c'est une université européenne, on sait qu'il y a plusieurs cursus, on peut le suivre en français, en espagnol, en anglais. Toi, qu'est-ce que tu as choisi? Moi, j'ai choisi le cursus en français. Okay. Donc, tous nos cours sont en français. On a 1 heure dans la semaine où on a 1 heure d'espagnol, donc pour voir un peu plus. Bien sûr. Alors là, c'est pas vraiment pour les verbes ou quoi, entre guillemets, pour apprendre, du qu'on a vu au lycée, au collège. C'est surtout pour avoir le vocabulaire de kiné. Ok. Donc l'année prochaine, on aura des stages déjà en 2e année. Ouais, donc ils vous préparent déjà à vous insérer dans le monde professionnel. Et qu'est-ce qu'ils vous apprennent concrètement?
C'est quoi, par exemple, une journée type ou les cours que vous avez en ce moment? Alors sur le premier semestre, on était, on va dire, plus sur une sorte d'année de médecine un peu condensée, moi qui était déjà un peu plus ciblé, on va dire, sur le domaine de kiné. Mais là, sur le deuxième semestre, on commence à plus rentrer dans les études de kiné, on va dire, mais on reste quand même bien sur sur un truc de médecine, quoi. Mais on est tout de suite plus ciblé. Déjà depuis le premier semestre, en fait, on a une matière, c'est vraiment genre sur la kiné. Ok. On va apprendre des techniques, les articulations, des trucs comme ça. Donc on va dire on est déjà un peu tout de suite dans le bain, même si à côté on voit des trucs quand même beaucoup plus généraux. Ok, ouais, c'est beaucoup de théorie le premier semestre. Ouais. Ok. Et dis-nous, ça vient d'où de ta passion à toi pour le kiné? Ou tout du moins cette envie de devenir kiné, c'est venu comment? C'est quoi qui a été l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, ça a été, je pense, à peu près comme tous ceux dans ma classe. C'est quand je me suis blessé et que du coup j'ai dû faire des séances de kiné. Et je trouvais ça genre vraiment, vraiment stylé. Du coup, je me suis dit, go faire ça, quoi. Ok. Et comment s'est passé un petit peu ton installation? Parce qu'on a parlé des cours, on a parlé un petit peu de la vie, même si on pourra en reparler un tout petit peu après. Comment ça s'est passé ton installation? Comment tu t'y es pris, par exemple, pour trouver un appartement, puisque t'es quand même parti à 3000 km de chez toi, puisque t'es originaire de Haute-Savoie. Comment ça s'est passé? Donc pour l'appart, j'avais regardé sur pas mal de sites internet, et après du coup je suis passé par une agence. Donc c'était plus simple quand même. On avait regardé donc avec mon coloc comment faire. On essayait de trouver chacun de notre côté, puis après on s'est mis d'accord sur quel appart prendre. Et après pour l'installation, vu que mon coloc c'est un pote que je connais depuis que j'ai commencé le foot, donc ça fait plus de 10 ans. Donc ça aide, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que on va dire t'as un repère avec toi, tu connais quelqu'un, t'es pas tout seul dans l'inconnu, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, vu que t'es en colocation avec Virgile, un ami d'enfance. Et est-ce que ça t'a rassuré et justement ça t'a aidé dans ce gros changement? Tu l'as plus ou moins sous-entendu, mais ça t'a apporté un plus quand même, tu l'as ressenti, ça t'a mis en confiance. Ouais, ça tout de suite, parce que du coup, comme je t'ai dit, tu te sens pas seul. On va dire tout de suite, tu connais quelqu'un, donc t'es pas totalement perdu, quoi. Donc, on va dire que vous êtes deux dans le même bateau. Genre si vous êtes perdu, au moins t'es pas tout seul. Tu peux t'entraider, tu passes des moments ensemble. Tu vois, quand ça va pas trop bien. Donc franchement, le fait d'être en coloc avec un pote que tu connais depuis longtemps, ça aide pas mal. Ouais. Et tu l'as plus ou moins dit tout à l'heure. L'heure, c'est plus relax, tout est ouvert plus tard. On n'en a pas parlé, mais tu as aussi quelques origines espagnoles, ça peut s'entendre dans ton nom de famille. Est-ce que ça n'a pas été trop dur quand même de s'habituer à ce nouveau rythme, de manger par exemple en décalé et de voir tout ton rythme complètement changer? En soi, non, pas forcément, parce que du coup, pour manger ou quoi, je mange aux mêmes horaires qu'en France, vu qu'on a cours à 1h30. C'est juste le week-end, des fois... on va dire, soit on révise, soit on reste dans notre chambre en faisant pas grand chose, et puis on se dit faudrait peut-être qu'on fasse à manger, quoi. En soi, le rythme, ça a pas trop changé. Ouais, c'est assez relax. Pour nous, on a gardé le même, quoi. Ok. Et pour revenir un petit peu sur cet échange, c'est vrai qu'on, pour information, à l'université européenne de Madrid, c'est celle où la série Elite a été tournée. Je sais pas si vous avez vu la série tous les deux, Morgane. Non, t'as suivi? Des bouts de série, ouais, mais pas en entier. C'est trop beau. Ouais. C'est là-bas, il y en a qui ont de la chance, Hugo a de la chance. Alors ça doit être un sacré cadre. C'est clair. Justement, le cadre, Hugo, comment c'est d'étudier dans ce cadre-là? Franchement, c'est magnifique. Genre l'université, elle est incroyable. Quand vous passez sur le pont qu'on voit dans la série, je sais pas si vous visualisez bien. À chaque fois que tu passes devant, mais si tu passes devant tous les jours, tu te dis, franchement, c'est magnifique, quoi. Genre l'université, elle est vraiment super belle. Le campus, il est vraiment magnifique. Ouais, sur le campus. Tu m'en avais parlé, il y a beaucoup aussi d'infrastructures sportives. Le sport est omniprésent en Espagne. Raconte-nous un petit peu tout ce que vous avez à disposition sur votre campus. Sur le campus, là, on a donc un terrain de foot, on a aussi une piste d'athlétisme avec une salle de muscu aussi, et on a des petits terrains de foot, basket, de hand,
tennis et aussi de paddle qui sont à disposition. Wow. Ouais. C'est plutôt bien, franchement. On a juste à les réserver et puis on peut jouer quand on veut. Donc ça, franchement, c'est super bien. Il y a Ouais, de c'est belles vrai. infrastructures, je crois, à Madrid en paddle, ça se développe pas mal. Toi, t'es un fan de paddle, toi, Adrien. Bah, de tennis à la base, mais le paddle, on va dire que ça monte bien et c'est hyper intéressant comme sport. Donc ouais. Ouais. Non, c'est clair, c'est une autre culture en tout cas, et c'est vraiment que c'est vraiment bien tourné sur le sport. Au niveau des étudiants, comme tu es dans une université européenne, j'imagine qu'il y a des étudiants qui viennent de partout. Ça doit être enrichissant pour toi, de découvrir peut-être d'autres cultures, des étudiants français qui viennent complètement d'ailleurs, ou même des étudiants étrangers. Ouais, clairement. Bah, des étudiants français, c'est vrai que rien que dans ma classe, ouais, ça vient des quatre coins de la France. Franchement, ça vient d'un peu de partout. Donc, chacun a, entre guillemets, a sa façon de parler ou quoi. Donc, c'est toujours un peu, on va dire, bizarre. Mais il y a énormément de personnes qui viennent du Sud. Là-bas, l'université était vachement connue. Donc, ouais, on a quand même une majorité de personnes qui viennent du Sud de la France. Et toi, comment s'est passée ton intégration sur ce plan social? Parce que justement, vous venez des quatre coins de la France, tu l'as dit, donc souvent vous vous déplacez seul. Toi, tu as eu la chance d'avoir ton coloc, même si vous n'êtes pas tombé dans la même classe, ça on l'a pas précisé. Comment ça s'est passé pour toi? Au début, c'était quand même, on va dire, un peu compliqué. C'est pas trop. Enfin, moi, pour ma part, je vais pas trop aller voir les gens, quoi. J'ai vite sympathisé avec un pote dès le premier cours, on s'est mis à côté, donc on a vite sympathisé. Mais après, ouais, pour le reste de la classe, c'est toujours un peu compliqué. Au début, tu te connais pas vraiment, donc t'oses pas trop parler ou quoi, t'oses un peu rien faire. Mais là, au fur et à mesure de l'année, franchement, ça va de mieux en mieux, tout le monde s'entend bien. Ouais, c'est souvent comme ça. C'est nickel. On s'entend souvent toujours bien avec le voisin d'à côté, souvent le premier repère quand on arrive dans une nouvelle classe. Adrien en a parlé un petit peu, il a parlé du stade. Le football, c'est le sport majeur en Espagne. À Madrid, il y a 2 clubs. Est-ce que tu as déjà pu aller voir des matchs? Ouais, j'ai eu la chance d'aller voir cette année 2 matchs au Santiago Bernabéu. J'ai eu la chance d'aller voir le quart de finale de Coupe du Roi contre l'Atlético de Madrid. Ouais. Et la demi-finale aller contre le FC Barcelone. Bah alors raconte-nous, c'est comment l'ambiance? Parce que moi, on veut savoir là, ça doit être un truc de fou. Bah, malheureusement, l'ambiance au Real, c'est pas la meilleure. C'est-à-dire? On va dire que c'est pas la même ambiance que dans les stades en France. Par exemple, à Marseille, Paris ou Saint-Etienne, même s'ils sont Ligue 2, on pense à toi, Julien. Elle est belle celle-là. Ouais, non, c'est pas la même ambiance, même si le stade est magnifique. Mais malheureusement, il nous manque juste l'ambiance dans le stade, qu'on ait vraiment des ultras qui soient là pour animer un peu plus le match, quoi. Parce que là, c'est vrai que des fois, on s'endort un petit peu dans le stade. Bah, c'est un truc, je pense, qui est assez culturel, hein, n'empêche, parce que c'est vrai qu'en France, on a vraiment la culture de l'ultra, du club de supporters qui chante et qui fait bouillir le stade. Ça doit pas être la même chose non plus en Espagne. C'est sûrement pour ça que ça donne pas le même rendu. En Espagne, c'est pas pareil. C'est plus, on va dire, il y a une énorme culture du foot, mais c'est vrai que c'est pas la même pour supporter. Enfin, pour moi, c'est plus des connaisseurs entre guillemets qui viennent au stade mais qui sont pas forcément là pour aller chanter ou quoi. D'accord. Ils supportent leur équipe mais ils vont pas forcément chanter énormément, quoi. Donc il y toi, a toujours des petits groupes d'ultra mais pas autant qu'en France. Ok. Donc ta préférence c'est quand même du coup l'ambiance à la française de ce qu'on entend. L'ambiance à la française est quand même mieux, ouais. Hugo, merci. Pour finir, une dernière question. On la pose souvent à nos invités qui partent à l'étranger. Si tu devais motiver quelqu'un à partir comme toi étudier à l'étranger, qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? Bah déjà qu'il faut qu'il vienne parce que c'est vraiment autre chose par rapport à la France. C'est un autre style de vie, c'est notre façon de faire. Et que franchement c'est une super expérience à vivre. Parce qu'au début j'hésitais énormément, je me disais est-ce que ça va bien se passer, ça risque d'être compliqué, machin et tout. Et franchement ça se fait super vite et c'est vraiment autre chose, ça te fait découvrir de nouvelles choses, déjà de nouvelles personnes, parce que là du coup il y a des gens qui viennent de partout dans la France. J'ai même un pote qui vient de Guyane. Ah oui, c'est bien ça. On voit clairement des nouvelles choses et puis ça nous fait bouger, quoi. Donc vu que t'es jeune, autant en profiter un maximum. C'est clair, c'est maintenant qu'il faut bouger. En tout cas, merci beaucoup Hugo d'être passé ce matin. On va te laisser retourner à la vie espagnole. Je sais pas comment ça va se passer ton déroulé, si vous commencez le petit déjeuner là ou si tu vas manger.
Peut-être aller manger s'il a les cours à On 13h. va aller manger là, on va Ouais. aller manger quand même. Merci Hugo, en tout cas, passe une bonne journée, puis à bientôt Bonne sur journée. Radio Grand Lac. Salut Hugo. Merci, bonne journée à vous. Salut. On va enchaîner tout de suite, on va rester dans le voyage, mais cette fois c'est toi Morgane qui va nous faire Oui. voyager avec ta très belle culture, chronique culture, pardon. Et puis en plus, comme j'ai dit en début, tu as un très beau message à faire passer, donc le Et oui. plateau et le micro est à toi. Waouh, quelle annonce. Et oui, samedi, c'est l'anniversaire de mon papa. Et du coup, cette année, j'ai envie de trouver un cadeau un peu plus original que le parfum Jean-Paul Gaultier que tout le monde connaît, ou encore le kit de soins de barbe, étant donné qu'il est imberbe, donc ça servirait complètement à rien. Du coup, si vous aussi vous avez bientôt un anniversaire à fêter, je vous ai déniché quelques sorties dans la région qui vont forcément faire plaisir à vos proches. Donc tout d'abord, le mercredi 22 mars, il y a la belle Camille Lelouch, tout le monde la connaît en tant qu'humoriste, mais cette fois-ci à Grenoble, elle est là pour interpréter son dernier album qui s'intitule A. C'est un concert vraiment unique parce qu'elle combine la musique, la comédie, mais en même temps des improvisations. Elle a une voix puissante et une personnalité vraiment charismatique. La chanteuse met une véritable ambiance durant la soirée. Elle montre également ses talents de comédienne en interprétant des personnages humoristiques, ce qui montre une dimension supplémentaire à son spectacle. Bon, je sais, papa, c'est pas du sardou, mais bon, ça passe toujours. Donc pour une soirée mémorable, rendez-vous le mercredi 22 mars à Grenoble. Et si ton papa préfère l'humour à la musique, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui pourrait lui plaire? J'ai toujours quelque chose à proposer. Et cette fois-ci, c'est le vendredi 7 avril. Seb Melia sera en spectacle à Grenoble. Il est connu pour son sens de l'humour unique et sa capacité à transformer des moments embarrassants de sa vie en véritables anecdotes hilarantes. Son spectacle est rempli d'histoires drôles et de situations complètement absurdes. Alors, si vous cherchez un spectacle qui vous fera rire du début à la fin, ne manquez pas celui de Seb Melia le vendredi 7 avril à Grenoble. Et tu voulais finir ta chronique avec ton coup de cœur du mois. Oui, cette fois-ci, alors là, c'est pas trop pour mon papa. Ce mois-ci, c'est le dernier album de Miley Cyrus qui est sorti il y a 3 jours, qui s'intitule Endless Summer Vacation, avec un très bel accent british, comme vous pouvez voir. Il montre une évolution vraiment significative de son style musical, en s'éloignant de la pop adolescente pour se plonger plutôt dans des sonorités rock, punk des années 80 et 90. L'album est rempli de performances vocales puissantes et émouvantes. Bref, vraiment, je vous conseille d'y jeter un coup d'œil et encore bon anniversaire, papa. Morgane, merci pour cette très belle chronique une nouvelle fois. Bon, après, je crois que le dernier sujet, c'était plus un appel de phare Oui. qu'un cadeau pour Là, ton père. Ouais. vraiment. Tu veux qu'il t'offre les places pour aller voir Miley Cyrus. On a compris. Bon, là, c'était clair, le message est passé. Le message est passé en tout cas. On va s'accorder une petite pause, on va respirer en musique et on se retrouve tout de suite après sur les antennes de Radio Grand Lac. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour en direct sur Radio Grand Lac et on va accueillir notre dernier invité. On va parler foot, ça va faire plaisir Adrien. Ça. Ouais, allez, on est parti. Et on va accueillir Lucas Martin, donc qui est étudiant à l'IPAC à Annecy, mais qui est aussi président et un des 4 créateurs des Raiders 74, un nouveau groupe de supporters au FC Annecy. Lucas, comment tu vas? Salut à tous, ça va très bien, ça va bien et vous? Ouais, ça va très bien. Alors toi, t'es fan de foot, mais t'adores aussi faire bouger les stades. Ouais, c'est ça. Au gros, à la base, je pratiquais le foot et puis avec l'évolution du FC Annecy ces derniers temps, j'allais au stade déjà un peu depuis la Nationale 2 et puis c'est vrai que le stade ça manquait un peu d'ambiance quoi. Puis on s'est dit avec des potes pourquoi pas la mettre nous-mêmes l'ambiance si personne la met. Donc on s'est lancé dans cette aventure et puis voilà, ça fait aujourd'hui un tout petit peu plus d'1 an et puis voilà. Alors pourquoi ce nom, les Raiders 74? Est-ce qu'il y a une histoire? Ouais, il y a une petite histoire. Donc à la base, en fait, c'était on voulait faire référence au lac d'Annecy. Donc avec on avait pris un espèce de logo pirate et on s'était dit voilà, ça va partir un peu sur une histoire de pirates sur le lac. Et puis du coup, on avait dit Reds en référence au rouge d'Annecy, que c'est Ouais. leur surnom, c'est le surnom de l'équipe. Et puis le Reds l'attaque en anglais. Et puis donc à la base c'était Reds 74 et puis on nous avait dit qu'en fait c'est tout bête mais pour les noms de supporters il faut 2 syllabes parce que ce soit pour les chants pour les chants tout simplement il fallait avoir 2 syllabes et du coup Ok. ça s'est dédié en Raiders 74 et puis voilà tout simplement. Bon, dis-nous ton constat au début, il m'a fait doucement rire, mais il est très vrai, puisque personne met l'ambiance, pourquoi pas nous? Mais dis-nous, c'était comment? Bon, on sait, du coup, on connaît tous cet essor incroyable du FC Annecy. Elle était comment à la base, cette ambiance, avant que vous preniez les choses en main?
Alors, avant, il y avait quand même un groupe de supporters, donc le FC Force 12, mais c'est un groupe plutôt d'anciens. Et donc, c'est pas, on va dire, il n'y a pas ce mouvement. Alors, nous, il faut bien savoir déjà un truc, on se considère pas comme ultra, ok, mais il n'y avait pas chez eux du tout cette mouvance ultra à chanter, à lancer des chants, etc. Et donc c'était voilà une ambiance assez terne. Il y avait pas mal d'habitués au stade, mais donc voilà, c'était vraiment un stade mort quoi, quasiment. Et puis on s'est dit essayer de mettre un peu d'animation, amener un peu des jeunes au stade, de faire chanter, faire bouger les gens, et puis voilà. Alors tu parles d'animer le stade et qu'il n'y avait pas beaucoup d'ambiance. Comment est-ce que le club a pris la nouvelle quand vous leur avez présenté le projet ? Ils l'ont tout simplement pris très très bien. Pour eux, c'est que du positif, que ce soit pour l'image du club, que ce soit pour les joueurs, le soutien. Donc à ce niveau-là, c'est très bien passé. On a eu des premiers échanges parce que il faut quand même officialiser tout ça. Il y a des détails bêtes, mais tout simplement pour l'installation de nos matériels, qu'on ait l'accord d'un endroit dans le stade pour se mettre, etc. Et puis il y avait aussi du coup l'autre groupe de supporters où pareil, ils ont très bien accepté notre arrivée, et puis tous les échanges sont super bien passés, et puis on a pu mettre ça rapidement en place. Et comment vous avez fait pour vous faire connaître au début ? Parce que c'est vrai que tu l'as dit, il y avait le FC Force 12, vous êtes arrivé, est-ce que c'était pas trop difficile de vous faire entendre au début et de vous faire un nom et que les gens commencent à appartenir un petit peu à ce groupe et à se dire il y a un nouveau COP, on va essayer de le rejoindre et puis on va faire du bruit avec eux ? Ouais, alors c'est vrai qu'au début c'est un peu compliqué, on se dit ok, c'est pas en arrivant d'un match à l'autre qu'il va y avoir 500 personnes qui vont venir avec nous, hein. Donc on s'est dit on va jouer de nos forces. On est jeunes, on voit un peu comment marchent les réseaux, on va s'appuyer là-dessus. Le club a une belle fanbase sur les réseaux, donc on s'est dit en fait on est directement allé contacter les gens. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir les personnes qui likaient, qui commentaient les publications de FC Annecy. Et puis on allait tout simplement en privé, et on avait un message type, on leur disait voilà, on vient d'arriver au stade, si vous voulez encourager, faire partie du groupe, machin, n'hésitez pas à venir. Et on est vraiment à la base allé chercher les personnes une par une comme ça. Et puis au fur et à mesure, c'est parle-en à tes potes, et puis au final c'est du bouche à bouche, les gens voient à la télé aussi, et puis au final c'est comme ça qu'on grossit quoi. Ok, et dis-nous comment vous fonctionnez du coup maintenant que vous êtes bien lancé. C'est quoi votre routine à chaque fois pendant les matchs? Vous fonctionnez comment? Elle est comment cette méthode? Alors la routine elle est simple. On va prendre par exemple pour un match du samedi classique, donc les matchs à 19h. Nous, faut savoir qu'on a un petit local au stade réservé, donc on a notre matériel, tambour, bâche, etc. Donc on essaye d'arriver avec des dirigeants du COP, on essaie d'arriver quand même 1h30 avant le match. On récupère tout le matériel, on le met en place, on essaie d'arriver tôt au stade, comme ça les gens viennent, ils peuvent s'identifier déjà à nous. Et puis au fur et à mesure, avant le match, les gens viennent, on essaye de faire monter l'ambiance avant le début du match, et puis après, on ambiance comme on peut le stade pendant 90 minutes, quoi. Ok. Tu l'as dit, t'as des tambours, des bâches. Qu'est-ce que vous avez, de quoi vous avez besoin pour mettre l'ambiance dans un stade? Concrètement, on pourrait mettre l'ambiance sans grand chose, on va dire. Après, un tambour, ça semble quand même être l'élément nécessaire pour accompagner les chants et les rythmes. Un mégaphone, une personne qui va prendre le mégaphone pour lancer les chants devant la tribune. Et puis après c'est à nous de suivre, hein. C'est les personnes qui sont présentes dans le groupe qui vont elles chanter et puis mettre l'ambiance. Est-ce que j'ai une question, du coup comme maintenant vous avez pu démarrer tout ça, vous essayez de mettre l'ambiance, est-ce que les gens ils vous répondent, ils réagissent bien, c'est-à-dire que je sais pas, vous balancez des chants, vous balancez une hola, est-ce que ça part d'un même trait, est-ce que tout le monde suit le mouvement? Ouais, alors ça va vraiment être différent selon le contexte du match. Oui, j'imagine. Match où, voilà, par exemple, il y a des ambiances de folie. Je pense à la montée du match contre Sedan l'année dernière. Là, c'est des ambiances de folie. Dès qu'on lançait une hola, elle faisait 10 tours de stade, quoi. Et puis, il n'y avait pas besoin de la reprendre. Les gens sentaient bien qu'il y avait une atmosphère de dingue, quoi. Après, il y a des matchs où, évidemment, ça sonne creux. On est 20 à chanter. Et puis, personne suit. Et puis, il fait pas beau. Et puis, la tribune est vide. Ouais, et là, c'est forcément plus compliqué. Après, on sait qu'on doit passer par là. Ça fait 1 an qu'on est là. Donc, c'est rien du tout. Et puis, en 1 an, on a quand même fait de belles choses. Que ce soit pour les matchs à domicile ou pour les déplacements. Et ouais, pour l'instant, il y a beaucoup de positifs à retenir. Et puis évidemment, il y a quelques matchs où
voilà, c'est un peu tristoun, hein, mais bon, c'est comme ça. C'est la dure réalité du supporter de COP. Hein. Mais dis-nous, est-ce que les joueurs maintenant, eux aussi, ils viennent, je sais pas, célébrer devant vous quand ils marquent des buts, ils réagissent avec vous en fin de match, ils viennent vous applaudir. J'en sais rien moi. Dis-nous comment ça marche. Évidemment, il y a une attache qui se crée quand même malgré le plus ou moins nombre de personnes qu'on soit. Il y a quand même une attache. Le club, les joueurs maintenant, ils savent qu'on est là, ils voient qui on est, ils nous connaissent un petit peu. Et puis donc forcément après les matchs, victoires ou défaites, quel que soit le contexte de la rencontre, ils viennent toujours nous saluer à la fin du match, nous applaudir. Voilà, il y a un petit moment de partage. Petit rituel, ouais. Ouais, pardon. Tu disais. Non, je disais c'est un petit rituel régulier maintenant. Ouais, l'habitude a été prise. Et puis après, il y a forcément des souvenirs qui se créent aussi. Il y a des matchs où, par exemple, quand on est allé déplacement, on est allé gagner à Dijon. Quand on est allé gagner l'année dernière à Villefranche en national, où les joueurs ils viennent carrément célébrer avec nous le but. Il y avait des mecs qui étaient accrochés au grillage et tout. Enfin, des trucs de dingue, quoi. C'est génial. Et puis voilà. Et puis là, par exemple, là, on a perdu à Grenoble. Et puis les joueurs sont arrivés 20 minutes après nous au retour du déplacement à Annecy. Donc on les a attendus. Et puis voilà, on a pu les féliciter quand même, les encourager jusqu'à la fin de saison. Et puis voilà, ils nous parlaient quelques minutes avec nous, il y a des joueurs qui échangent avec nous, donc c'est vraiment cool. Ouais. Tu as parlé des déplacements, vous les organisez, comment est-ce que vous y prenez pour emmener tout le monde dans comme tu l'as dit, à Dijon, à Villefranche, à Grenoble, comment est-ce que vous vous organisez ? Ouais, alors l'organisation elle est relativement simple. Ce qu'on va faire par exemple pour le déplacement de Grenoble, tout simplement nous on va profiter des réseaux pour mettre en avant le fait qu'on organise ce déplacement. Donc on demande aux personnes de revenir vers nous, de donner leurs coordonnées. Voilà, on a besoin des informations pour la sécurité, le paiement, etc. On donne le point de rendez-vous et puis après simplement nous on s'occupe avec les sociétés d'autocars de venir et puis après on monte dans le bus direction le club adverse et puis donc ça se passe toujours très bien niveau sécurité parce que il y a énormément de policiers, etc., de mesures de sécurité. Et puis après voilà, on est dans notre parcage, on encourage pendant 90 minutes et puis voilà. Tu en as plus ou moins parlé, tu as parlé du match contre Sedan, le match de la montée. Est-ce que l'accession du FC Annecy au monde professionnel a changé quelque chose pour vous, dans l'organisation, dans la mise en place lors des matchs ou dans les déplacements ? Ouais, évidemment. Alors sur le nombre de personnes présentes dans le COP, c'est pas le plus gros changement parce qu'on va dire qu'on avait déjà pas mal de monde en national, étant donné que on faisait une très belle saison, qu'il y avait l'espoir de la montée, qu'il y a aussi le placement libre dans le stade, c'était un détail, mais voilà, les gens prenaient une place au stade, ils pouvaient aller où ils veulent. Donc ils pouvaient venir directement avec nous, alors qu'en Ligue 2, voilà, il y a les places numérotées, on peut pas s'asseoir où on veut, etc. Donc c'est un peu plus compliqué à ce niveau-là. Et puis surtout, ouais, ça s'est hyper professionnalisé pour nous aussi, surtout au niveau sécurité. Voilà, maintenant on est obligé de tout déclarer, nos actions, le matériel, ce qu'on fait, ce qu'on propose comme animation. Faut vraiment tout déclarer et on est beaucoup plus encadré et à ce niveau-là, ouais, il y a beaucoup plus de responsabilité en tout cas. Ok, c'est super. Et petite dernière question, Lucas, avant qu'on te libère. Il y a enfin un match de Coupe de France qui va se jouer à la maison, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez prévu quelque chose, vous, les Raiders, pour ce match-là ? Alors évidemment, dans un premier temps, on va pas être au même placement dans le stade. Donc là, on va être situé en virage qui d'habitude sont pas ouverts. Donc virage, c'est derrière les cages, c'est là où les groupes de supporters se mettent le plus souvent. Et puis après, il y a des animations prévues, donc on va pas trop en dire. Mais voilà, il va y avoir des tifos, banderoles, c'est bien, quelque chose d'autre qu'on va pas dire non plus. Ça sera la surprise. Mais voilà, petite surprise, on va dire. Ce sera évidemment, faut pas s'attendre. On n'est pas à Marseille, hein. Non. À notre place aussi, mais on va essayer de faire quelque chose de beaucoup mieux que d'habitude et ça devrait être sympa. Ouais. Marseille, ils sont restés en quart, t'inquiète. Merci beaucoup Lucas, en tout cas de t'être libéré et d'avoir échangé avec nous ce matin. C'était top, c'était très enrichissant. Merci à vous. Et puis tu viens quand tu veux. Si le FC Annecy se qualifie en finale, on sera ravis de vous accueillir et savoir ce que vous allez faire au Stade de France. Alors si on va en finale, je suis pas sûr d'être encore vivant. mais ouais. Merci Lucas, en tout cas passe une bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup. Ciao. À plus. Bon il est déjà quasiment midi, il va falloir rendre l'antenne. Malheureusement. Avant qu'on se quitte, j'ai une petite annonce rapide à vous faire. On va mettre en place un jeu concours avec Comround, l'entreprise qui est venue le mois dernier. Donc restez bien à l'affût, ça va se passer aujourd'hui ou demain sur nos réseaux sociaux.
À la clé, il y aura 2 suites à gagner de l'entreprise. Donc restez bien connectés. Et puis tout de suite, je vais vous laisser avec le journal régional et local de Maxime. Et puis nous, on se retrouve le 18 avril prochain. Bonne journée à tous et à bientôt sur Radio Grand Lac. Au revoir.